bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez universel, mais ouais, délicat à aborder, la connerie. On va explorer ensemble un ouvrage collectif plutôt stimulant, dirigé par Jean-François Marmion, Psychologie de la connerie. Dedans, on trouve des psys, des philosophes, plein d'experts en fait, qui tentent de décortiquer ce phénomène. Ok, alors déballons ça. Notre objectif ici, c'est vraiment d'extraire la substantifique moelle de ce bouquin assez dense. C'est quoi au fond, la connerie ? Pourquoi c'est si présent? Comment ça se manifeste? Et qu'est-ce que la science, la psycho nous disent là-dessus? On va voir que le ton du livre, il mélange analyse sérieuse et parfois un côté un peu provoque, quoi. Oui, et ce qui est intéressant d'emblée, je trouve, c'est que le livre ne donne pas une définition unique, figée. C'est plus une sorte de mosaïque d'approches différentes. C'est ça qui fait la richesse du truc, cette diversité de points de vue sur les multiples facettes de ce comportement. On cherche plus à comprendre les mécanismes qu'à coller des étiquettes. Commençons par l'évidence, hein. La connerie, ça a l'air d'être partout. L'intro le dit bien, des conneries, chacun en voit, on entend, on lit chaque jour. Et le livre admet aussi, et c'est important, nous sommes tous des cons occasionnels. Il fait bien la différence entre la petite boulette, l'erreur humaine, quoi, et puis les cons de compétition. Ah oui, les cons de compétition. Ceux qui peuvent vraiment pourrir la vie. Exactement. Et définir ce con de compétition, justement, c'est pas simple. Déjà, le mot con, c'est flou, c'est très relatif. Comme le souligne le livre, on n'est pas un con en soi, mais toujours par rapport à une référence, une norme, souvent l'intelligence ou la sensibilité perçue par l'autre. C'est un jugement qui dépend de la relation. Il y a une idée forte qui revient souvent dans le bouquin, c'est ce lien entre la certitude et la connerie. Tu vois, la phrase choc, le doute rend fou, la certitude rend con. Ça résume pas mal. Le portrait robot du con qui se dessine, c'est un peu celui de l'individu inébranlable, sûr de lui, incapable de remettre en cause ses propres idées. Alors que le savoir, lui, il se construit sur du sable, comme dit le livre. Oui, cette certitude, c'est un marqueur. Mais ça ne suffit pas. Le livre la relie souvent aussi à un manque d'empathie, une forme d'arrogance, tu vois. Et il y a aussi cette tendance qu'on observe parfois à penser en troupeau, la connerie de groupe, quoi. Brassens le chantait bien, sitôt qu'on est plus de quatre, on est une bande de cons. C'est vrai. Le groupe peut un peu anesthésier le jugement personnel parfois. Alors justement, comment la psychologie, elle arrive à décortiquer ces comportements? Quels sont les mécanismes qu'elle met en avant? L'ouvrage utilise beaucoup les outils de la psychologie cognitive. Il montre bien comment la connerie peut venir de nos fameux biais cognitifs, tu sais, ces erreurs de jugement un peu systématiques, et de nos heuristiques, ces raccourcis mentaux qui sont utiles la plupart du temps, mais qui peuvent nous planter parfois. On retrouve derrière ça, un peu en filigrane, la théorie de la pensée à deux vitesses de Kahneman. Ah oui, le système 1, système 2. Exactement. Notre système 1, rapide, intuitif, qui est souvent à la source de ces conneries, et le système 2, plus lent, réfléchi, qu'on a un peu la flemme d'activer des fois. Et le livre donne des exemples assez parlants pour illustrer ça. Par exemple, ce truc d'appuyer comme un fou sur le bouton de l'ascenseur qui est déjà appelé. Ah oui, typique. Ça, c'est l'illusion de contrôle. Un biais classique où on croit avoir un impact sur des choses qui en fait nous échappent complètement. C'est notre système 1 qui cherche l'action, là, tout de suite. Tout à fait. Ou alors, autre exemple, cette préférence qu'on a souvent pour l'anecdote perso plutôt que pour les statistiques, même si elles sont plus fiables. Le livre dit que le commun raffole des anecdotes, du genre « Ah, mais moi je connais quelqu'un qui a fumé 3 paquets par jour et qui est mort à 95 ans ». C'est plus facile à visualiser pour le cerveau que des chiffres abstraits. C'est sûr. Mais bon, ça mène souvent à des conclusions complètement à côté de la plaque. Et il y a aussi cet effet Dunning-Kruger. On en entend beaucoup parler. Comment le livre l'intègre? Il est présenté comme un mécanisme assez central, oui. Pour rappel, cet effet décrit comment les personnes qui sont les moins bonnes dans un domaine ont tendance à surestimer leur niveau. Et le pire, c'est qu'elles sont aussi incapables de reconnaître la vraie compétence chez les autres. C'est la double peine, quoi. Non seulement on est mauvais, mais on ne le sait même pas. Le bouquin donne l'exemple classique du client qui explique son métier à l'artisan. C'est assez typique ça. Mais le piège, c'est qu'on risque tous de voir cet effet chez les autres, mais jamais chez soi, non? C'est là que ça devient compliqué. Ah, mais complètement, c'est tout le piège. D'ailleurs, l'ouvrage mentionne une nuance culturelle intéressante. Cet effet serait moins fort, voire inversé, dans certaines cultures d'Asie de l'Est où on valorise plus l'humilité.
C'est intéressant. Et pour finir sur ces mécanismes, le livre parle aussi de notre radar à conneries. En gros, c'est le biais de négativité. On est naturellement plus sensible, plus attentif aux trucs négatifs, aux erreurs, aux comportements qui nous énervent. Ah oui, Du coup, la connerie nous saute plus aux yeux que la compétence ou la gentillesse, par exemple. d'accord. Au-delà des mécanismes, le livre essaye aussi de dessiner quelques portraits de la connerie. Il y a le fameux beauf, popularisé par Cabu. Oui, le stéréotype, hein, le personnage un peu basique, égoïste, avec des raisonnements très à l'emporte-pièce, mais le livre invite quand même à aller au-delà de la caricature. Est-ce que c'est vraiment un profil psychologique défini? Le lien qu'on fait souvent entre un faible QI et la méchanceté, par exemple, il est remis en question. On peut être bête et méchant, comme le disaient ceux d'Harakiri. Oui, le revendiquer même. Exactement. Mais on peut aussi être bête et gentil, ou très intelligent et très méchant. C'est plus complexe que ça en a l'air. Un autre angle assez surprenant à aborder, c'est la connerie artificielle. L'idée que même les intelligences artificielles les plus pointues seraient en fait complètement connes. C'est la thèse de Gérard Berry du Collège de France. Il explique qu'un ordi peut battre le champion du monde de Go, oui, mais sans avoir la moindre idée de ce qu'il fait réellement. Il exécute une tâche hyper spécialisée, mais il est incapable de faire des analogies, d'avoir du bon sens. Le traducteur Google, il manipule des mots, mais il ne comprend pas le sens profond. C'est une forme de connerie algorithmique, sans conscience, sans intention. Fascinant. Et puis, il y a le concept de bullshit. Ça résonne particulièrement aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, c'est un concept emprunté au philosophe Harry Frankfurt. Le bullshitter, attention, ce n'est pas forcément un menteur. Le menteur, lui, il connaît la vérité et il essaye de la cacher. Le bullshitter, lui, il s'en fiche de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Son seul but, c'est de produire un effet, d'impressionner, de convaincre, peu importe la vérité. C'est une sorte d'indifférence à la vérité. Ça fait un peu penser à certains discours politiques ou marketing parfois. Exactement. C'est très lié à ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Et pour finir ces portraits, le livre aborde la figure du connard. Qu'est-ce qu'il le caractérise, lui? Alors là, en s'appuyant sur les travaux d'un certain Aaron James, le connard se définit surtout par un sentiment de droit exorbitant, ce qu'on appelle l'entitlement en anglais. Il se croit tout permis, il est complètement blindé contre les plaindres des autres, il manque cruellement d'empathie. Et le truc troublant, c'est qu'il peut être très intelligent. Ah oui, ça le rend encore plus. Redoutable. Voilà. Le livre cite d'ailleurs la fameuse No Asshole Rule de Robert Sutton, qui recommande carrément de virer ce genre de personnes des entreprises. Ça pose une question centrale que le livre explore bien, le lien ou l'absence de lien parfois entre l'intelligence et la connerie. On pourrait croire que l'un chasse l'autre, mais c'est pas si simple. C'est même un point crucial, oui. Plusieurs auteurs comme Brigitte Axelrad insistent là-dessus. La connerie, ce n'est pas juste ne pas être intelligent. Des gens brillants peuvent dire ou faire des trucs monumentaux. Ils se basent sur des travaux comme ceux de Keith Stanovich, qui fait bien la différence entre l'intelligence brute, le QI, la capacité de calcul, et d'un autre côté, la rationalité, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs, et l'esprit critique, évaluer l'info objectivement. On peut être un crack en logique et prendre des décisions perso. Désastreuse. Exactement. Le livre donne l'exemple de Steve Jobs, génie visionnaire incroyable, mais qui, face à son cancer, a préféré miser sur des thérapies alternatives un peu fumeuses. Oui, plutôt que de suivre les recommandations médicales éprouvées. Son intelligence folle ne l'a pas empêché d'avoir une croyance irrationnelle, avec les conséquences qu'on connaît. C'est ça. Ou cet autre exemple, ce physicien, Robert Sanghenis, très intelligent par ailleurs, qui défend le géocentrisme. Le géocentrisme, sérieux. Oui, oui, contre toute évidence scientifique, en se basant sur une lecture littérale de la Bible. L'intelligence peut être mise au service de la justification de croyances complètement absurdes. Boris Cyrulnik parle de délire logique. C'est quoi ça, le délire logique? C'est quand on applique une logique parfaitement rigoureuse mais à des prémices qui sont fausses ou complètement hors contexte. Une logique implacable mais dans le vide en quelque sorte. Ce qui nous ramène encore à Kahneman et à notre paresse intellectuelle en fait. On préfère souvent les réponses faciles, rapides, du système 1, même si elles sont biaisées, Bah oui, plutôt que de faire l'effort mental d'activer le système 2 qui est plus coûteux en énergie. c'est exactement ça. C'est ce que Herbert Simon appelait la rationalité limitée. On n'est pas des machines à calculer parfaites. Nos décisions sont influencées par plein de trucs, nos émotions, notre fatigue. L'exemple des juges israéliens dans le livre est frappant. Ils sont statistiquement plus cléments juste après la pause déjeuner.
Ça montre bien l'impact de facteurs pas du tout rationnels sur des décisions hyper importantes. Incroyable. Alors, face à tout ça, la connerie des autres, ok, mais aussi la nôtre, potentiellement, qu'est-ce qu'on fait? Le livre donne des pistes. Oui, il explore quelques stratégies. Pour gérer la connerie des autres, il y a un chapitre intéressant d'Emmanuelle Piquet. Elle propose des techniques de virage à 180 degrés. C'est inspiré de ce qui marche pour désamorcer les conflits ou le harcèlement chez les enfants. L'idée, c'est pas d'essayer de raisonner le con, c'est souvent peine perdue, mais plutôt de le déstabiliser avec une réponse inattendue, souvent avec humour ou une certaine intelligence stratégique. Ah, c'est intéressant ça comme approche. Sortir du rapport de force direct et pour nos propres conneries. Parce que bon, on est d'accord, on en fait tous, hein. Mais oui, c'est l'autre volet, et il est essentiel. C'est abordé notamment par Stacy Callahan. Elle invite vraiment à faire la différence entre l'acte, là j'ai fait une connerie, et l'identité, je suis con. C'est pas la même chose. L'étape clé, selon elle, c'est l'autocompassion, un concept développé par Christine Neff. En gros, reconnaître ses erreurs sans s'auto-flageller, accepter qu'on est humain et que tout le monde se plante, et se traiter avec bienveillance. Moins de honte paralysante, plus d'apprentissage en somme. Voilà. Plutôt que la honte qui bloque, viser l'apprentissage. Et ça passe aussi par savoir présenter des excuses sincères quand c'est nécessaire. Harriet Goldor-Lerner en parle bien. Donc en gros, il faudrait moins de jugement et plus de lucidité, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. C'est un peu ça qui ressort, oui. Il y a une jolie formule de Toby Nathan qui dit que la connerie, c'est peut-être le bruit de fond de la sagesse. Pas mal. La reconnaître, l'accepter comme faisant partie de la condition humaine, ce serait peut-être déjà un petit pas vers plus de sagesse, qui sait. Alors, si on devait résumer un peu ce qu'on retient de cette exploration de la psychologie de la connerie, ce qui me marque perso, c'est que ce n'est pas tellement une affaire de QI, finalement. C'est plus lié à notre façon de fonctionner mentalement. Nos biais, notre rapport à la certitude, notre empathie ou son absence, comment on utilise notre logique, tout ça, ça joue. Et puis, la connerie, elle a plein de visages. Le bullshit qui se fiche de la vérité, le connard imbu de lui-même. C'est varié. Et la psychocognitive nous donne des clés pour comprendre les mécanismes derrière tout ça. Système 1 contre système 2, l'effet de Dunning-Kruger, le biais de négativité. L'apport majeur de ce bouquin, je trouve, c'est vraiment de montrer que l'intelligence seule, ça ne vaccine pas contre la connerie. La rationalité, l'esprit critique, ce sont des compétences différentes et elles sont cruciales. Alors oui, la connerie est partout, c'est vrai, mais comprendre un peu mieux ces rouages, ça peut nous aider à mieux naviguer là-dedans, chez les autres et chez soi. Au final, ce livre, c'est pas vraiment un manuel anti-connerie, hein. C'est plutôt une sorte de boîte à outils pour aiguiser notre propre jugement. Ça nous aide à mieux cerner ce trait humain un peu déconcertant et peut-être à réagir avec un peu plus de discernement. Ou d'humour parfois. Tout à fait. Et pour finir, peut-être, sur une pensée qui prolonge un peu tout ça. Si la certitude absolue, le manque de doute, c'est souvent un symptôme de la connerie. Et si même les plus intelligents peuvent se tomber dedans, Jean-Claude Carrière disait un truc comme «La pire bêtise, c'est de se croire intelligent». Alors, est-ce que l'effort acharné pour ne jamais avoir l'air con, pour avoir toujours raison sur tout, est-ce que ce ne serait pas, paradoxalement, le moyen le plus sûr de le devenir? Hmm. C'est une petite invitation finale à l'humilité intellectuelle, quoi, et accepter qu'on est tous faillibles.